Plus récente nouvelle qui nous touche. On est encore en réaction, Alexandre, à ce verdict qui a été rendu hier concernant les 5 anciens joueurs d'équipe Canada Junior. Ils ont tous été acquittés d'agression sexuelle. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est les mots très, très durs dans le jugement de la juge Maria Caroccia à l'endroit de la plaignante dans ce dossier-là. Oui, qui semblait directement s'attaquer à sa crédibilité, à son mode de vie, en disant là, que c'était ni un jugement qui était crédible, qu'on devait croire, là, qui était truffé de contradictions. On se comprend, une agression sexuelle qui remonte à 2018 dans une chambre d'hôtel, alors que la victime alléguée est en état d'ébriété avancée, entourée de 5 hommes et plus, à un certain moment là, dans la chambre d'hôtel dans laquelle elle se trouve. Et pourtant, on n'a pas réussi là, à faire ramener le fardeau de la preuve là, du côté de la couronne, qui devait prouver hors de tout doute raisonnable qu'il y avait bien eu agression sexuelle. Donc, du côté du verdict, c'est pas nécessairement une surprise tant que ça, parce que la pression était vraiment du côté de la couronne, moins du côté de la défense. Mais c'est les propos, comme tu le dis, là, de la juge. Surtout, je pense que l'aspect, puis je l'ai vu beaucoup revenir sur les réseaux sociaux, là, dans la surprise des gens, l'aspect que ce soit une femme, Maria Caroccia, la juge, qui tienne des propos là, aussi durs, qui sont venus, là, selon plusieurs experts, même si c'est un jugement qui peut sembler raisonnable, entre guillemets, qui sont venus alimenter là, le mythe de la victime parfaite. Et c'est d'ailleurs ce que la couronne avait retenu dans cette plaidoirie finale. Elle avait expliqué que les 5 avocats différents, parce que je rappelle, il y a eu 5 contre-interrogatoires différents contre la victime alléguée. Et dans ces contre-interrogatoires-là, on l'a bombardé, mais c'est encore une fois de soulever une espèce de mythe de la victime parfaite. Là, comme quoi, t'es pas supposé agir parfaitement là, quand tu te fais agresser sexuellement. Ça se peut que tu aies commis des erreurs, ça se peut que tu aies dit oui puis que tu retractes ton consentement. C'est des mythes, malheureusement, qui se perpétuent là, dans les systèmes de justice. Quoique, on le note, là. Là, on se rappellera que c'est la justice ontarienne qui agit là-dedans, là, le but n'étant pas de se péter les bretelles au Québec, mais on a mis en place dans les dernières années, là, du côté du ministre Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice, ça passe souvent sous le radar, mais qui a mis en place toutes sortes de nouvelles mesures pour essayer de mieux accompagner les victimes de violences sexuelles au Québec dans le processus judiciaire, parce que ça fait partie des raisons numéro 1 qui expliquent que des femmes ne vont pas aller à procès, ne vont pas porter plainte pour agression sexuelle. C'est le contre-interrogatoire, les allusions aux mensonges là, qui sont la plupart du temps évoqués par les chercheuses qui vont étudier le sujet. C'est la crainte là, de devoir te retrouver face à un jury, face à un juge, face à une salle bondée, face à tes agresseurs, puis de te faire dire ta version n'est pas crédible, tu mens. C'est souvent ce qui repousse les victimes de violences sexuelles à se présenter au tribunal. Puis c'est un peu ça là, qui donne un ton là, amer à cette décision-là, Alex. Bon, mais revenons quand même aux faits. Là. Revenons à ce qu'il y a à l'intérieur de ce jugement-là. La juge ne trouvait pas la preuve fournie par la plaignante ni crédible ou encore fiable. Les incohérences dans le témoignage, ça a été un processus très dur pour la plaignante, on peut le comprendre, un contre-interrogatoire vraiment très serré de la part des avocats de la défense. Écoutez, c'était 5 co-accusés dans cette histoire-là, 5 avocats également. Et quand la magistrate dit « La plaignante a exagéré son niveau d'intoxication », elle dit aussi, moi c'est un autre passage là, du jugement qui m'a marqué, à un moment, elle a choisi de marcher dans une chambre remplie d'hommes alors qu'elle est nue. Personne ne lui dit de faire ça. Personne ne la menace ou ne la force. Elle ne fait aucun effort pour quitter la pièce. J'en conclus que EM, et là je cite toujours la juge, demandait aux hommes présents dans la pièce d'avoir des relations sexuelles avec elle et semblait contrarié lorsqu'ils refusaient. Quelques questionnements en lien avec ça. D'abord, quelles conséquences ce jugement-là aura sur les éventuelles plaignantes qui, éventuellement, souhaitent aller de l'avant et courageusement commencer un processus judiciaire pour obtenir réparation. Moi, j'ai été vraiment étonné par la dureté des mots de la juge dans ce dossier-là. C'est une chose, par exemple, de ne pas croire le témoignage de la victime. On connaît toute la présomption d'innocence de notre système de justice et Maître François-David Bernier, notre analyste judiciaire, nous l'expliquait hier dans cette espèce d'arbre décisionnel. Des portes de sortie, il y en a plusieurs. Là. Dès que tu as un doute raisonnable, dès que la couronne ne se satisfait pas, ne se décharge pas de son fardeau, selon le terme judiciaire,
acquittés. L'autre questionnement. Alors, premier questionnement, bien sûr, on a une pensée ce matin pour la plaignante dans ce dossier-là. Ouais. Hier, d'ailleurs, à London, hier soir, il y avait encore une fois un rassemblement, une cinquantaine de personnes qui venaient offrir leur soutien à cette plaignante-là, donc EM pour ses initiales. L'autre point d'interrogation, étant donné qu'ils viennent d'être acquittés, quelle est la suite pour les 5 joueurs de hockey comme tels? Parce que là, ils font toujours l'objet d'une enquête indépendante, demeurent suspendus avec Hockey Canada. La Ligue nationale de hockey a émis également là, une déclaration en disant qu'ils ne permettent pas à ces joueurs-là de réintégrer pour l'instant. Ouais. Est-ce qu'il y a une équipe... Tu sais, regardons le portrait. Il y a des joueurs qui jouaient déjà plus dans la Ligue nationale de hockey. Tout un processus qui a quand même été très, très long. Ne sont plus là dans la fleur de l'âge. Est-ce qu'au terme de tout ça, la Ligue nationale de hockey pourrait changer son fusil d'épaule? Moi, j'ai des gros doutes. Moi, j'ai l'impression que la Ligue nationale de hockey va vouloir se tenir très, très loin. Parce qu'au-delà du fait, par exemple, que la justice ait acquitté ces 5 joueurs-là, en ce qui concerne l'agression sexuelle, les faits allégués qui ont été représentés, là, je veux dire, moi, j'invite quand même ces joueurs-là à faire un sérieux examen de conscience. Là. Oui, puis c'est d'ailleurs dans ces mots-là que la LNH réagit dans son communiqué en disant « Les allégations, même s'il a été déterminé qu'il ne s'agissait pas d'actes criminels, furent très préoccupants. Le comportement des joueurs concernés fut inacceptable. » Là. Ils disent « On va réviser, examiner les constats de la juge, une demeure inadmissible à jouer dans la Ligue. » Donc, c'est le commissaire Gary Bettman, ultimement, là, qui va pouvoir trancher plus tard là-dessus. Puis j'ai l'impression que si on se donne un peu de temps aussi, c'est qu'il y a déjà des mots dans l'air qui laissent penser qu'on va peut-être porter cette cause-là à une étape supérieure. Là. Peut-être qu'il va y avoir appel également. Ils ont 30 jours. La couronne a 30 jours pour décider est-ce qu'on ira en appel ou non. Mais en bout de ligne, le hockey aura quand même eu un sérieux œil au beurre noir à la suite de tout ça. Ça a soulevé tout le voile sur le scandale aussi chez Hockey Canada. Il y a des dirigeants dont les têtes ont roulé carrément, des pratiques également au fil des ans, une espèce de petit fond, là, une espèce de petit fond d'urgence. Deux fonds d'urgence. C'est ça aussi. Hein? Pour venir un peu là, à briller des comportements déviants comme ça. Alors, Hockey Canada, même si les 5 joueurs aujourd'hui ont été acquittés d'agression sexuelle, ne s'en sort pas sans œil au beurre noir et sans cicatrice, en tout cas à mon avis. Maintenant, Alexandre, Mark Carney condamne Israël pour la situation vécue à Gaza. Il y a eu cette semaine toutes sortes d'appels, plusieurs pays qui se sont unis également, plusieurs organisations qui ont vraiment démontré là, la situation extrêmement difficile sur le plan humanitaire dans la bande de Gaza. Oui, la pression commence à devenir insoutenable. On se souviendra plus tôt cette semaine, on a reçu Guillaume Lavallée, un ancien chef là, du bureau de l'AFP à Gaza, qui expliquait que ses anciens collègues sont en train littéralement de mourir de faim. Là. Les journalistes payés là, pour être là-bas, qui ont même pas, peu importe le salaire qu'ils vont faire, ils peuvent pas rien acheter. Il y a plus de denrées, il y a plus d'eau, il y a plus rien dans la bande de Gaza. Alors que là, la pression monte. Mais c'est le premier ministre Mark Carney là, qui a déclaré hier que la détérioration rapide de la catastrophe humanitaire à Gaza est due directement à un échec du gouvernement d'Israël et même fait un appel là, à ce que toute l'aide humanitaire, toute la distribution, ce soit plus Israël qui s'occupe de ça, mais que ce soit transféré directement dans les mains d'organisations internationales indépendantes qui viendraient s'assurer là, donc que les denrées parviennent aux habitants, aux réfugiés là, qui se trouvent en ce moment dans la bande de Gaza. Oui, a réitéré là, que la Hamas devrait libérer les otages, mais il a quand même réappelé encore une fois un cessez-le-feu immédiat à ce qu'Israël cesse de pilonner l'enclave qui est déjà en ruine, qui souvent, là, il y a des bombes qui frappent des camps de réfugiés en ce moment qui sont faits de tentes seulement. Et là, ça survient aussi dans la même journée où il y a une autre déclaration qui fait l'effet d'une bombe dans ce dossier-là. C'est le président français Emmanuel Macron qui a confirmé que la France allait officiellement reconnaître l'État de la Palestine. Évidemment, c'est critiqué par Israël, c'est critiqué par les États-Unis, mais c'est un pas de l'avant de plus qui est fait par la France. Parce que du moment où tu reconnais qu'un État existe, ben, tu peux intervenir en disant, ben là, si vous attaquez un autre État, nous allons pouvoir sévir. Ça change quand même plusieurs choses là, au niveau du droit international. La pression qui monte là, en ce moment là, de la part de divers pays sur Israël et par extension aussi leur allié, les États-Unis, qui continuent de leur offrir là, un soutien indéfectible. Ben parce que c'est une chose de vouloir venger l'attaque du 7 octobre, puis, je veux dire, le Hamas, ce sont des terroristes.
Mais à partir du moment où là, je veux dire, la famine est en train d'emporter des femmes, des enfants dans la bande de Gaza qui sont pris au piège, là, il y a toute la question humanitaire, l'accès à l'aide humanitaire. C'est un équilibre qui est extrêmement fragile. C'est une position également politique, tant pour Israël que pour les États-Unis, qui commence à s'effriter également. Et quand on entend des gros joueurs, là, des pays quand même influents sur la scène internationale, commencer à faire des sorties de la sorte, la pression va s'accentuer automatiquement sur Israël et sur les États-Unis. Le dossier Epstein, de jour en jour, il y a des développements majeurs. Et le nouveau chapitre nous provient du New York Times qui dit avoir aussi déniché des preuves de la fameuse lettre épicée, salace de Donald Trump à Epstein dans le cadre de son 50e anniversaire à l'époque. Ouais, un beau livre de cuir dans lequel il y aurait des dizaines de proches, de connaissances là, de Jeffrey Epstein qui lui auraient écrit des messages, tout ça coordonné par Ghislaine Maxwell qui aurait écrit également la lettre d'introduction à ce livre-là, celle qui doit être interrogée, je le rappelle, par le département de la justice très bientôt, qui est condamnée à 20 ans de prison pour sa complicité là, avec Jeffrey Epstein, elle qui a également été sa compagne. Et là, le New York Times, eux, rapportent qu'ils ont la liste des contributeurs à ce livre-là. Parce que je rappelle, Donald Trump nie catégoriquement avoir écrit la lettre salace où il aurait dessiné au Sharpie le contour d'une femme nue, signé comme si sa signature était son poil pubien, écrit des mots comme « Nous avons des secrets ensemble, Jeffrey ». C'est assez impressionnant, merci. Et je vous rappelle que son explication, c'est « je sais pas dessiner ». Oui, moi, je sais pas dessiner. J'ai montré ici à Cube dans les derniers jours plusieurs dessins que Donald Trump a lui-même publiés avec fierté durant les dernières décennies. Mais passons. Et là, donc, on aurait là, la liste des contributeurs et le nom de Donald Trump est dessus. Évidemment, ça va accentuer la pression parce que Trump lui-même vient de décider de poursuivre le Wall Street Journal en lien avec cette nouvelle-là. Ils n'ont même pas publié la lettre en elle-même, mais plutôt juste résumé son contenu. Et là, bam, poursuite de 10 milliards de dollars à la face du Wall Street Journal. Mais là, le New York Times, eux, disent, ben non, la liste, elle existe et votre nom est dessus. Donc, reste à voir quelle va être cette fois-ci la défense de l'administration Trump. On a également d'autres noms qui sont sortis là, de gens qui étaient là, dans ce fameux livre-là. Leslie X. Wexner, qui était le propriétaire de Victoria's Secret, Alan C. Greenberg, un gars de la société boursière Bear Stearns, le physicien Murray Gell-Mann, qui était également là. Non, c'est toutes sortes de noms qui ont été rapportés dans les médias là, un peu partout. Et on va voir là, quelle va être la poursuite. Puis, semble-t-il que la tendance de M. Trump à poursuivre tout le monde, c'est l'objet, j'en ai parlé un tout petit peu, mais de la nouvelle saison de South Park, qui ont sorti un premier épisode dans lequel ils vraiment s'en prennent, oui, à l'immobilité des démocrates puis au wokisme extrême, mais surtout à Donald Trump lui-même, qui apparaît dans à peu près toutes les scènes en criant « I'll sue you! I'll sue all of you! » Je vais tous vous poursuivre, je vais tous vous poursuivre, vous mettre en demeure. Disons que ça risque pas, ça non plus, de le faire sourire. La Maison-Blanche a fait une réaction là, qui était vexée par cet épisode de South Park. C'est vrai, c'est fait. Bon, sur BFM TV, non, voir l'article. les pauvres. Très vexé. Dans le cas de Ghislaine Maxwell, on va surveiller, là, ce sera le jour 2 de cette rencontre-là par le ministère de la Justice. Ce qu'on avait comme information qui vraiment transparaissait de cette rencontre-là. Elle disait, moi, j'ai répondu à toutes les questions et ça se poursuit aujourd'hui. Qu'est-ce qui va ressortir de ça? Est-ce qu'on apprendra de nouvelles choses? Est-ce qu'elle pourrait être graciée? Parce que là, ça, c'était l'autre point d'interrogation parmi toutes les rumeurs qui circulaient hier. Moi, étant donné que c'est dans l'actualité ces temps-ci, je me suis dit, je vais me rafraîchir la mémoire. Je réécoute le documentaire, le Phil T. Rich, qui avait été fait là, sur justement la saga de Jeffrey Epstein. Et justement, à chaque fois, j'en reviens pas à quel point ce gars-là a brisé des vies. C'était fascinant. Et encore une fois, Trump, ça le suit partout. Il continue d'être empêtré dans tout ça. Et j'ai hâte de voir jusqu'à quel point il faut pouvoir continuer d'utiliser ses bonnes vieilles méthodes, là, son bon vieux livre, là, de nier, de créer le chaos, de contre-attaquer. T'sais, à un point tel, à un moment donné, là,
Si on finit par voir ce fameux livre-là, si on finit par voir de nos yeux cette fameuse lettre-là, qui serait où d'ailleurs? Qui serait la possession de qui? Les héritiers de Jeffrey Epstein, là, ceux qui sont ses exécutants testamentaires en tant que tels, là, qui auraient hérité de tout. En anglais, on dit his estate, là, donc tout ses possessions matérielles, ses biens, ses propriétés, etc. Mais il y a des gens qui ont hérité de ça dans son entourage parce qu'il était, je le rappelle, milliardaire. Il y a pas mal de choses qui leur sont revenues. Ce livre-là en ferait partie. Il y a des avocats qui sont venus témoigner sur les réseaux américains dans les derniers jours en disant, il faudrait peut-être qu'il le publie. Là. Maintenant, ça va peut-être devenir une preuve à conviction dans un procès, puisque M. Trump veut les poursuivre pour 10 milliards de dollars. Disons que ça serait pas mal... Ce serait pas mal troublant pour lui. Là. Tu lances une poursuite de 10 milliards en hurlant à la fausseté, puis on finit par te publier la lettre. En même temps, comme tu le dis, c'est son école. Hein. Il va peut-être dire c'est une fausse, elle a été fabriquée. Personne... Non, on n'est pas prêt de voir la fin de cette saga-là. Puis moi, Alex, à chaque fois, je me régale parce que ça aurait pu sortir il y a des années, tout ça. Mais si l'administration Trump avait pas autant poussé puis autant alimenté le scepticisme, la pression sur le dossier Epstein, on n'en serait peut-être pas là. Ça a été son pain puis son beurre à Donald Trump. Je veux dire, il a fait campagne là-dessus. Là. Je vais certainement vous rappeler des souvenirs avec ce thème mythique dans l'histoire de la lutte. Ben oui, celui qu'on définissait comme l'immortel Hulk Hogan l'était finalement. Il s'est éteint hier à l'âge de 71 ans. Ouais, d'une crise cardiaque, là, selon les premières informations préliminaires qu'on a. Les policiers qui sont intervenus à sa résidence en Floride hier et finalement, son décès a été constaté. Après toutes sortes de rumeurs là, sur son état de santé dans les dernières semaines, les derniers mois, on parlait, là, il y avait des gens qui disaient qu'il serait peut-être dans un coma artificiel, ce qui avait été démenti par sa famille. On parlait plutôt d'une intervention mineure chirurgicale au cou, mais bon, finalement, d'une crise cardiaque qu'il décède. Est-ce que c'était lié à ces opérations-là? J'imagine qu'on va avoir plus de détails plus tard. Mais là, c'est un champion immortel qui décède, celui qui a eu le plus grand règne de l'histoire de la WrestleMania avec 1474 jours, le record jusqu'ici depuis le 23 janvier 1984. Là, il était devenu le grand champion du monde dans un match contre le Iron Sheik au Madison Square Garden devant une foule survoltée. Il détient aussi le record de l'événement de lutte avec le plus de gens qui regardaient à la télévision. 33 millions de téléspectateurs juste aux États-Unis pour le match de février 88 contre Andre the Giant, André le Géant. Non, il y a eu des matchs, il y a eu des événements liés à Hulk Hogan qui sont passés littéralement à l'histoire. Avait été entaché un tout petit peu parce qu'en 2015, on avait enlevé son intronisation au Temple de la Renommée. Il y avait un scandale qui était lié à des propos racistes. Il a été réintroduit finalement en 2018 après des excuses qu'il avait présentées. Et bref, la dernière fois qu'on avait vu Hulk Hogan dans l'apparition du public, c'était à la Convention nationale républicaine. Il était venu donner son appui à Donald Trump, avait fait son move classique. Là. Les films, pensons à Rocky, entre autres. Rocky 3, en 1982, il tenait le rôle de Thunder Lips. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait ses débuts au cinéma. C'est quand même pas rien en compagnie de Sylvester Stallone. Il a été d'ailleurs, après ça, intronisé au Hall of Fame de la WWE en 2005. Et dans le cadre de ce tournage-là, ça a l'air qu'il aurait envoyé 4 cascadeurs aux soins intensifs après avoir sauté dans la foule pendant un tournage d'une scène de combat. C'est quand même pas rien. 6 pieds 7. Excuse-moi, mais on vient de voir un extrait vidéo pour ceux qui nous regardent à la télé de lui qui saute sur quelqu'un. Moi, je vais vous dire que si quelqu'un m'avait sauté dessus de même, là, je me serais ramassée aux soins intensifs aussi. Il a animé le Saturday Night Live en 1985 avec Mr. T. Il a fait plusieurs séries télévisées d'animation aussi pour enfants qui étaient diffusées le samedi matin sur CBS. C'était Hogan's Rockin' Wrestling. Il a également aussi, il a pas juste fait des rôles de lutteur. Là. Il a également joué dans Mr. Nanny, dans lequel il jouait le rôle d'un ancien lutteur professionnel qui était embauché pour être la nounou d'un couple d'enfants qui était mal élevé. Il s'est aussi glissé dans la peau d'un homme riche et égoïste, dit-on, à la suite d'un choc sur la tête qui découvrait vraiment les vertus de la générosité dans Santa
with Muscles en 1996. Santa with Muscles, c'est malade. Monsieur Papa, on traduit avec Monsieur Papa, OK. Sinon, il a aussi prêté sa voix, qui est très reconnaissable, on s'entend, à des personnages de 2 séries télévisées, dont Robot Chicken et American Dad. American Dad, dans lequel il double son propre personnage. Et il a aussi ouvert les portes de sa demeure au public. Il a tourné 43 épisodes d'une télé-réalité, Hogan Knows Best, qui a complètement... qui avec le quotidien avec sa femme, leurs 2 enfants. Donc, ça, c'était de 2005 à 2007. Donc, on a quand même pu le voir sous plusieurs angles, mais il a aussi marqué beaucoup le domaine culturel, autant à la télévision qu'au cinéma. Ce qui démontre, disons, l'ampleur du rayonnement de quelqu'un, c'est lorsque même des gens qui sont pas nécessairement fans de lutte, là, tu leur dis Hulk Hogan, ah oui, je sais c'est qui. Ou tu fais juste regarder son visage. La moustache. La moustache blanche, je veux dire. Il n'y a personne d'autre qui l'apporte de même. Là. Ça, c'est clair. Il y avait un look très, très, très unique à lui-même. Et c'est là que tu vois que certains personnages font partie de la culture populaire. Puis moi, on dirait que dans mes souvenirs, je veux comme départir mes souvenirs d'enfance. Lorsque, par exemple, effectivement, moi, j'étais très fan de lutte lorsque j'étais plus jeune. Ah ouais? Vraiment, là. Tu sais, moi, dans les années, exemple, 90, il y a certaines rivalités. Puis oui, on a présenté des images tantôt de André le Géant à WrestleMania 3 où ça a été un moment marquant. Puis c'est là vraiment que sa carrière a explosé. Mais tu sais, des rivalités avec Macho Man, avec Ultimate Warrior. Son passage à la WCW à l'époque, il a joint le côté sombre de la force, si vous voulez, les vilains. Avec la NWO. Ça a été une période faste pour les amateurs de lutte. Et effectivement, on ne peut pas passer sous silence non plus les enjeux, les problèmes de Terry Bollea, c'est le gars, c'est son nom dans la vie de tous les jours, un divorce acrimonieux avec son ex-femme. Il y a eu également une vidéo sexuelle qui avait coulé là, dans les vidéos, enregistrée à son insu, en tout cas là, avec une femme. Et là, ça avait suivi un procès avec Gawker, vous vous en souviendrez peut-être, où il avait finalement reçu des dizaines de millions de dollars en compensation de tout ça. Vous y avez fait référence, dans cette fameuse vidéo, on l'entendait là, prononcer le mot en haine, des propos très racistes qui lui avaient valu justement d'être banni de la WWE pendant 3 ans. Il était revenu dans les dernières années et ce qui est un peu triste dans cette histoire-là, c'est que sa dernière apparition à la WWE dans les derniers mois, il a été hué copieusement. Pourquoi? Vous avez vu certainement les images de la Convention républicaine en 2024 où il endosse Trump, déchire son chandail, etc., etc. Sa dernière apparition avec la WWE, c'était pour faire la promotion là, d'une marque de bière là, qu'il endossait. Je vous le donne en mille, c'était en Californie. C'est très démocrate en Californie. Alors, il n'a pas reçu un très, très bon accueil. Mais moi, comme fan de lutte, j'essaie de m'accrocher, même s'il y a eu toutes sortes d'écarts dans sa vie personnelle, j'essaie de m'accrocher à mes souvenirs d'enfance. Et ce personnage-là, qui était plus grand que nature, va rester dans l'esprit de plusieurs quand même, avec ses qualités, avec ses travers, mais va rester là quand même une icône de la culture populaire.